Donc, je vais aborder les deux derniers cours qui sont sur, qui sont donc sur les oscillations, comme je vous l'ai promis depuis très longtemps. Et pour cette question des oscillations, je vais partir d'une revue qui a été publiée en 2008 dans Schizophrenia Bulletin par le groupe de Ulas par Ulas et compagnie, si j'ose dire, en fait du laboratoire de Wolfsinger. Dans cette revue, les auteurs commencent par rappeler que les réseaux de neurones ont tendance à s'engager dans des activités oscillatoires ou oscillantes. En fait, c'est Hans Berger, dont vous avez ici la photo, qui est mort en 1941, qui est le premier à enregistrer chez l'homme des rythmes cérébraux sous la forme de la mesure de l'activité électrique à travers le crâne de volontaires, sains et éveillés. Ça avait été fait chez le chien avant, par un type qui s'appelle Richard Catton, un anglais. Et c'est aussi Hans Berger qui a introduit la nomenclature actuelle, qui est marquée par l'utilisation de l'alphabet grec, les ondes θ, alpha, bêta et gamma, là vous ne voyez pas les deltas qui sont entre 0 et 3 Hz, que les gens utilisent peu parce que en fait, c'est quasiment plat, mais ça veut dire une oscillation, 4 oscillations, ou 8 ou 30 ou 200 par seconde. Donc ces oscillations, alors donc il y a 5 fréquences majeures, là il n'y en a que 4, mais en fait il y a 5 fréquences majeures. Et nous allons surtout nous concentrer dans le cours sur les oscillations bêta et gamma. Donc depuis sa découverte, donc ça c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, l'EEG est devenu un outil très utilisé dans l'étude des fonctions cérébrales, aussi dans les recherches cliniques sur les maladies neurologiques et psychiatriques. Plus récemment, on utilise plutôt, en plus, je dirais, la magnétoencéphalographie, la MEG, qui augmente considérablement la résolution spatiale des enregistrements extracrâniaux. Et de ce fait, la détection des oscillations de haute fréquence et de basse amplitude est améliorée. Donc on distingue deux types d'oscillations essentiellement, celles qui sont autogénérées, qu'on appelle induites. Le terme est peut-être un tout petit peu un peu trompeur. Et les oscillations donc induites et autogénérées sont analysées de façon unitaire, c'est une par une, parce qu'en fait, il y a toujours dans leur déclenchement, il y a un délai entre 0 et entre 100 et 400 millisecondes qui fait qu'on ne peut pas moyenner réellement. Mais il y en a d'autres qui sont provoquées par des stimulus, et on les appelle phase lock, c'est-à-dire qu'elles sont en fait dans une phase assez proche, toutes, et on les mesure en moyennant les réponses qui se font avec des latences plus courtes, de l'ordre de 50 à 100 millisecondes. Donc ce que je vais, comme je disais, essentiellement discuter avec vous aujourd'hui, ce sont les oscillations bêta et gamma. Et ces diapositives vous donnent un tableau à peu près synthétique des types d'oscillations qu'on peut avoir, de l'endroit où on les mesure, hippocampe, thalamus, hippocampe. Et vous voyez que les bêta et les gamma ont l'intérêt, par rapport au problème qui nous concerne ici, d'être exprimés dans toutes les structures corticales, ou pour les gamma, dans toutes les structures du cerveau, y compris la rétine, le bulbe olfactif, etc. Donc sont extraordinairement présentes partout. Et les neuromédiateurs qui sont impliqués sont très souvent le GABA et le glutamate, sauf pour les alphas, vous voyez qu'on ne parle pas du GABA. Mais essentiellement, si je regarde encore de nouveau le bêta et le gamma, ce sont les interactions entre les neurones GABAergiques et glutamatergiques qui permettent de générer les oscillations, et je vous dirai dans un petit moment comment ça se passe. Bon, c'est relativement simple, si vous voulez, l'oscillation, c'est les sorties qui viennent de ces neurones, et ça oscille dans la mesure où on a une inhibition oscillante des neurones GABAergiques, c'est-à-dire qu'ils inhibent, ne cessent d'inhiber, inhibent, cessent d'inhiber, inhibent, cessent d'inhiber. Donc le glutamate, ces neurones déchargent avec une oscillation.
Et évidemment, il y a aussi une excitation de la part du glutamathergique sur le GABA qui l'entraîne à inhiber, etc. Donc, je vous expliquerai un tout petit peu. Ça implique des propriétés particulières, à la fois des propriétés de libération, mais aussi des propriétés des récepteurs, en particulier des récepteurs au GABA qui sont sur ce neurone glutamathergique. Il ne faut pas qu'ils restent actifs trop longtemps, sinon l'inhibition est permanente. Donc, il y a un principe de levée d'inhibition qui est lié à une sous-unité particulière du récepteur GABA-A qu'on appelle une sous-unité alpha 1. J'y viendrai dans un instant. Ce que vous voyez ici aussi, c'est que ces oscillations locales sont sous le contrôle de neuromédiateurs beaucoup plus larges, en général des amines cérébrales, et ici je vous ai marqué l'acétylcholine, la sérotonine, la dopamine et de nouveau l'acétylcholine. Là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez avoir des oscillations locales et vous faire une synchronisation des oscillations locales entre différentes régions par le biais à la fois des fibres glutamatergiques qui voyagent entre les régions, mais aussi par le biais de ces neuromédiateurs qui sont très larges, c'est-à-dire qui sont très divergents et qui énervent de multiples régions du cerveau, qui sont donc capables de les faire entrer en communication ou au contraire de bloquer les communications. Donc il existe, sur le plan des fonctions, comme vous pouvez voir en bas, bien entendu, ces types d'oscillations, toutes, sont extrêmement importantes pour les fonctions cognitives, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et il existe un lien très fort entre les oscillations et la computation cérébrale. Par exemple, les oscillations dans les zones bêta et gamma, c'est-à-dire supérieures à 13 Hz, entre 13, disons, et 200 Hz, qui sont les oscillations les plus rapides, quand elles sont synchrones, donnent des réponses neurales distribuées, par exemple, entre plusieurs régions. Vous voyez ici, par exemple, ce qui se passe si vous avez ici des oscillations dans cette région A et que vous avez des oscillations dans la région B, les potentiels d'action ne se font pas au même niveau forcément de l'oscillation, c'est ce qu'on appelle le potentiel local de champ ou local field potential. Et c'est à ce niveau-là, le plus dépolarisé, que vous avez plus de probabilité d'avoir une décharge. Et vous pouvez évidemment faire entrer en résonance les deux régions via des innervations ou via un neuromédiateur qui va être capable de synchroniser. Les différentiels de temps entre ce qui se passe là et ce qui se passe là est important. C'est plus avant ou plus arrière, et ça peut évidemment, c'est pas évident, mais je vous dis, ce décalage entre le côté présynaptique et postsynaptique est important dans ce qu'on appelle la mise en place des potentiations ou des pressions à long terme, donc dans la mémorisation, dans le marquage, si vous voulez, de la trace au niveau du réseau. Donc, ces oscillations ont un rôle de synchronisation neurale dans un champ local et entre différents champs, avec tout ce que cela implique, évidemment, du point de vue cognitif. Les oscillations autogénérées et la synchronisation de ces oscillations sont des phénomènes extrêmement dynamiques, hein, c'est-à-dire que ça évolue très rapidement. Elles dépendent de nombreuses conditions, par exemple la tension que vous portez à un phénomène ou la nature des stimulus qui peuvent venir dans une salle comme ça de façon tout à fait intempestive. Hein. Par exemple, si je regarde quelqu'un, tout d'un coup, vous allez me voir osciller dans le contexte visuel. Pas forcément uniquement d'ailleurs dans le contexte visuel, ça peut me donner des idées aussi. Donc, pour prendre un exemple centré sur les oscillations bêta et gamma qui sont associées à des systèmes de neuromédiateurs glutamatergiques et GABA, dans la maladie de Parkinson, par exemple, hein, la diminution du contrôle dopaminergique qui est liée à la mort des neurones dopaminergiques déstabilise la synchronisation au niveau du striatum, du ganglion de la base, au niveau des noyaux sous-thélamiques, au niveau du cortex moteur, qui sont trois centres qui sont importants pour l'initiation des mouvements. Donc, quand vous perdez vos neurones dopaminergiques, vous déstabilisez cette synchronisation, vous perdez cette synchronisation entre ces trois structures. C'est un exemple, si vous voulez, assez simple de la façon dont un système divergent, ici le système dopaminergique du mésencéphale, peut imposer une coordination entre plusieurs régions corticales ou sous-corticales, puisqu'il y a aussi le striatum et les noyaux sous-thalamiques, dans l'exécution d'une tâche qui demande l'implication de ces trois structures, et l'application coordonnée de ces trois structures, bien entendu. Hein.
Donc, dans ce système, les oscillations bêta sont majoritaires dans l'état de repos et sont remplacées par des oscillations de type gamma beaucoup plus rapides quand le mouvement moteur est initié à la suite de mouvements volontaires. Vous décidez de faire ça, voilà. Donc, ces oscillations bêta ont aussi été impliquées dans des tâches cognitives multiples, par exemple l'apprentissage olfactif ou la détection de nouveautés dans le système auditif. Tiens, il y a un son là, klaxon, voilà. Ce qui me fait penser que je n'ai pas fermé mon portable. Donc, tout d'un coup, il y a un son qui arrive et cette détection de nouveautés est aussi engage la génération d'ondes de type bêta. Donc, les oscillations gamma, qui sont, elles, supérieures à 30 Hz, hein, c'est celle-là, on va en faire un grand cas aujourd'hui, la semaine prochaine, et elles sont retrouvées pratiquement, je vous le disais, dans toutes les structures cérébrales, y compris, je viens de vous le dire, la rétine. Donc, leur génération dépend de plusieurs systèmes de neuromédiateurs. Les réseaux de neurones GABAergiques, qui sont tous couplés dans le cortex, soit chimiquement, mais même de façon électrique, par ce qu'on appelle des jonctions communicantes, sont essentiels, ces neurones GABA, dans la génération de ces oscillations de haute fréquence et la synchronisation locale de ces oscillations. Les connexions glutamatergiques excitatrices contrôlent leur force, leur durée et leur synchronisation à distance. Hein. Ces neurones-là GABAergiques sont locaux, ces neurones-là ne sont pas des neurones locaux. Une fois qu'ils déchargent, comme ici, ils vont entraîner l'oxydation, envoyer l'oxydation à longue distance. Donc, elles sont souvent sous le contrôle d'autres neuromédiateurs, en particulier le contrôle cholinergique, mais d'autres amines cérébrales peuvent aussi intervenir et peut-être autre chose que des amines cérébrales. Donc, les premières indications fonctionnelles de ces oscillations gamma ont été fournies par des études sur le cortex visuel primaire du chat par un couple de chercheurs qui s'appelle Gray et Singer, qui démontre que ces oscillations interviennent dans l'association de stimulus distincts permettant de générer une représentation cohérente d'un objet. Donc, dans ces diapositives, par exemple, vous avez deux champs réceptifs visuels qui sont indépendants, qui ne se recouvrent pas, vous voyez, ils sont séparés, mais vous pouvez faire passer une barre à travers ces deux champs, c'est-à-dire que les deux champs vont voir la même barre bouger. Et là, en revanche, vous pouvez avoir une barre qui passe devant ce champ visuel dans ce sens-là, celle-là dans ce sens-là, et vous voyez que quand vous mettez les deux champs en relation via une tâche qui engage les deux champs, alors vous pouvez voir le système qui commence à se synchroniser. Donc, ça, c'est des choses qu'ont montré donc, Gray et Singer, et vous démontrent comment, en fait, vous pouvez associer deux champs réceptifs à travers une tâche commune. Alors, au-delà des systèmes des oscillations gamma sensorielles, ces oscillations sont aussi impliquées dans des fonctions cognitives supérieures, comme la mémoire, à la fois la mémoire de travail, c'est cette mémoire que vous mettez en place pour travailler, hein, par exemple, ce n'est pas des mémoires à long terme, c'est des mémoires à court terme, mais des choses que vous devez retenir pendant un certain temps, le temps de l'exécution d'une tâche, mais aussi la mémoire à long terme, et puis voir la conscience, hein, ce que certaines personnes disent, et des phénomènes aussi cognitifs que le langage. Hein. Alors, sur le plan synaptique, ces oscillations ont un rôle dans ce qu'on appelle le gating de la plasticité synaptique, avec une résolution de l'ordre de la milliseconde, et ça, c'est le décalage entre, par exemple, le firing de ces neurones ici et le firing de ces neurones ici, c'est-à-dire que entre le pré et le post-synaptique, il y aura des décalages de l'ordre de la milliseconde, et le sens du décalage va avoir une influence sur savoir si vous avez un apprentissage, une dépression à long terme, ou au contraire une potentiation à long terme. Donc à partir de ce que nous savons des oscillations, est-ce que ça peut nous aider dans le cadre de nos réflexions sur les maladies psychiatriques, dont la schizophrénie? Donc, les recherches sur le thème oscillation et schizophrénie via les EEG, hein, les électroencéphalogrammes, à l'état de repos, ont démontré effectivement l'existence d'anomalies à différentes fréquences. Les recherches sur les oscillations associées à des tâches précises ont démontré un certain nombre de dysfonctions cognitives chez les patients. Par exemple, les oscillations θ sont impliquées θ.
sont pulsations θ qui sont très lentes, hein, sont impliquées dans la mémoire de travail épisodique et aussi sous le contrôle top-down des fonctions cognitives. Elles sont d'un intérêt assez fort pour une maladie qui touche ces différents aspects, en fait. Hein. Certains travaux démontrent une activité anormale chez les patients en réponse à un stimulus. Alors, ce sont des oscillations à basse fréquence, et j'y reviendrai dans un instant à propos des neurones glutamatergiques. Et les chercheurs ont noté une absence d'augmentation de l'activité des ondes θ dans le cortex préfrontal quand on augmente la charge de mémoire de travail. Hein. Il faut se souvenir de plus en plus de trucs pour accomplir une tâche, par exemple, où est-ce que j'ai mis mon stylo, est-ce que j'ai le papier, si j'augmente la charge de cette mémoire de travail, eh bien, chez certains patients, on voit qu'on n'a pas l'augmentation normale et associée de l'activité des ondes θ dans le cortex préfrontal, qui, comme son nom l'indique, est à l'avant. Hein. Donc, les oscillations bêta ont été associées aux synchronisations à longue distance entre assemblées de neurones, par exemple dans le traitement des stimulations sensorielles polymodales, c'est-à-dire, par exemple, auditif et visuel. Hein. Donc, Ulas et collègues, là, toujours les mêmes, dans un autre article, ce sont... Oui, voilà ce qui se passe ici. On étudie une synchronisation à long terme. Ils ont pris 19 malades et 19 sujets contrôle dans une sage perception de ce qu'on appelle les figures de Mooney. Alors, le choix des figures de Mooney, ce qui est intéressant, ça sont des figures de Mooney. Les figures de Mooney sont des figures dans lesquelles on a retiré tout ce qui est grisé. C'est-à-dire que vous voyez plus que le visage n'est plus que noir et blanc, et vous pouvez la montrer à l'endroit ou à l'envers. Et la personne doit regarder et voir que c'est un visage humain. Donc, ça nécessite un petit peu de travail perceptuel et intellectuel, c'est-à-dire dégager là-dedans le visage d'un humain. Et là, c'est encore plus compliqué parce que le truc est à l'envers. Hein. Et donc, ce petit travail, qui est tout bête, hein, augmente la synchronisation des oscillations dans les hautes fréquences, hein, bêta et gamma. Alors, je vous disais, ces figures sont là, dans ce cas-là, la figure est essentiellement représentée à l'endroit. Et ce qu'il faut, c'est qu'on rassemble ces trucs un petit peu fragmentaires dans une image que le cerveau va voir comme une image cohérente. Hein. Donc, si on regarde les patients schizophrènes, il y a un déficit net de la reconnaissance des figures et une synchronie qui est réduite dans la bande bêta. Hein. Donc, vous voyez ici, là, c'est un sujet normal. Vous voyez que dans les bandes bêta, après 200 millisecondes après la présentation de la figure de Mooney, vous avez une augmentation de la synchronisation dans les bandes bêta. Hein, ça, on voit ça par, ça devient rouge là, et la fréquence est autour de 25 Hz en gros. Hein. Et ça, vous faites ça avec un casque, vous voyez, avec toutes les électrodes qui sont représentées ici. Vous pouvez le faire entre toutes les électrodes du cortex, ou entre deux électrodes, par exemple, deux électrodes pariétales et corticales, par exemple. Et ce que vous voyez ici, c'est que, voilà ce qui se passe ici chez les patients schizophrènes. Vous voyez que l'augmentation des ondes bêta est beaucoup plus faible, et on peut faire un différentiel. Et vous voyez qu'au bout de 200 à 300 millisecondes, vous avez une énorme différence entre la synchronisation qu'on peut observer chez un ensemble de 19 sujets normaux, c'est moyenné, et de 19 sujets catalogués comme sujets schizophrènes. Donc, là, il y a un cas contraire. Il y a juste une petite augmentation, vous voyez, en vert, c'est une petite augmentation chez le schizophrène. Enfin, clairement, il y a quand même une modification, vous voyez, de l'intensité des ondes bêta. Pour ce qui est des oscillations gamma, leur activité a été très étudiée aussi dans ces maladies et on a dénoté des anomalies de façon systématique avec une puissance réduite. La puissance réduite, c'est la force de l'oscillation, vous allez voir tout à l'heure, à 40 Hz, mais pas en dessous de 40 Hz, et un délai aussi dans les phases de synchronisation et de désynchronisation. C'est-à-dire que la synchronisation se met en place plus lentement, et une fois qu'elle est établie, elle s'éteint aussi plus lentement. C'est des anomalies qui ne sont pas liées aux médicaments, parce qu'on se pose toujours la question de qu'est-ce que c'est, parce qu'il prend des neuroleptiques, par exemple,
Parce qu'on les voit dans le premier épisode de pathologie et parfois chez les parents de premier degré, ce qui n'est pas bon signe. Donc, ce n'est pas un artefact, en tout cas, qui est lié à la prise de médicaments. Et on les retrouve à tous les niveaux, et ça c'est intéressant, on les retrouve à tous les niveaux, au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau mémoire de travail, au niveau calcul mental, dans un test aussi qui s'appelle le test de Wisconsin Card, qui est un sorting, qui est un test cognitif assez classique. Bon, je ne vais pas vous décrire le test cognitif, mais vous pouvez regarder sur Google, il est très bien décrit. J'ai le truc de Google là, donc je ne vais pas vous le lire, j'ai regardé sur Google directement. Voilà. Surtout que je ne vais pas l'utiliser énormément pour la suite. Donc, le fait que ces anomalies se retrouvent à plusieurs niveaux, et même à tous les niveaux où on regarde, dans ce cas précis, suggère que soit c'est une anomalie qui est de chaque niveau, que tout, par exemple, si vous distribuez que tous vos générateurs dans toute la région du cortex ou sous-cortical sont en mauvais état, et donc n'induisent pas les oscillations gamma telles qu'on pourrait les espérer. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien, vous pouvez aussi avoir une autre possibilité, c'est que c'est un synchroniseur général qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un système dopaminergique, un système sérotoninergique, et les deux choses ne sont pas forcément totalement incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux possibilités. Certaines théories actuelles concernant ces maladies proposent que leur noyau dur de la maladie est une déconnexion entre les aires corticales, donc un phénomène global d'une certaine façon, et aussi une déconnexion à l'intérieur de ces aires, c'est-à-dire un phénomène local. Donc ils ajoutent un phénomène local d'incapacité d'entraîner une synchronisation stable, un phénomène global où en fait on n'est pas capable, si vous voulez, de mettre en connexion les différentes régions du cortex. Donc le déficit des oscillations pourrait être donc dans l'idée que ces gens ont de la chose, le corrélat fonctionnel d'une fragmentation des réseaux de neurones qui évoque la fragmentation des activités cognitives et du comportement qu'on peut avoir chez certains patients. Donc on peut aussi évoquer, au-delà des amines cérébrales, on peut aussi évoquer par exemple un défaut de myélinisation, puisque la myélinisation est importante pour mettre les différentes régions du cortex en contact. Et je vous rappelle que la myélinisation est un phénomène tardif qui accélère cette mise en contact entre 2, 3 ou plusieurs régions du cerveau, et que chez certains patients, on voit une diminution de la myélinisation. C'est une diapositive que je vous ai montrée au premier cours, que je vous remontrerai peut-être la semaine prochaine. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a d'autres facteurs, par exemple un nombre insuffisant de neurones, un déficit au cours de la neurogénèse, mort cellulaire, pas assez de neurones, on en a parlé l'année dernière, ce problème de différenciation, ou bien un problème de connectivité synaptique, mauvaise neurogénèse, mauvais guidage axonal, etc. Donc, de nouveau, dans le cadre de la formation de ces circuits, tout ce qu'on a vu l'année dernière et au début de l'année, je vous ai rappelé dans le premier cours, peut intervenir parce qu'évidemment, les réseaux fonctionnent dans la mesure où on est capable de les construire correctement avec le bon nombre de neurones et les bonnes connexions entre les différents groupes. À partir de là, on peut comprendre les spéculations des auteurs qui sont fondées sur le constat assez rationnel, même s'il est un peu déprimant, que les causes de ces maladies restent mystérieuses malgré l'implication d'un très grand nombre de processus biologiques ou en raison même de l'implication de ce très grand nombre de processus biologiques. Et les auteurs de cette revue soulignent l'hétérogénéité d'une maladie qui implique un grand nombre de voies physiologiques. Ils soulignent aussi notre connaissance insuffisante des mécanismes à l'œuvre dans les opérations cognitives et exécutives, notre manque donc de compréhension physiologique. Comme je vous l'ai souvent dit, une pathologie, c'est une physiologie qui déraille, et plus le processus physiologique est complexe, la cognition par exemple, c'est un processus complexe, plus la compréhension des chemins de son déraillement est difficile. Donc l'intérêt porté aux oscillations repose en fait sur les preuves de leur implication potentielle dans ces opérations cognitives qui sont fortement affectées chez les patients. Parce que les mécanismes neuronaux qui président à la génération et la synchronisation des oscillations ont été étudiés in vitro et in vivo, je crois qu'il devient à ce moment-là à peu près normal
de rechercher s'il montre des anomalies, ce qui pourrait ouvrir sur la piste sur des traitements, éventuellement, en tout cas, de définir des marqueurs de la maladie. Alors, cela est utile, bien sûr, mais on doit aussi comprendre, et je pense qu'il faut le dire, que des anomalies dans la synchronisation des ondes, des oscillations dans différentes régions du cortex ou des noyaux sous-corticaux ou du midbrain, etc., ne sont pas uniquement trouvées dans les maladies psychiatriques. Hein. On les trouve, par exemple, dans beaucoup de maladies neurologiques, dont l'autisme psychiatrique, et la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, il y a des recouvrements possibles entre ces différentes maladies, nosologies. C'est normal, il s'agit de la cognition au bout du compte. Hein. Mais il y a aussi des différences développementales qui sont extrêmement fortes. Hein. Par exemple, l'autisme, ça se déclare très très tôt. L'Alzheimer, en général, c'est plutôt tardif. On peut avoir même la chance de mourir avant. Donc, voilà. Et la schizophrénie, c'est en tout cas les symptômes. Ça ne veut pas dire que les causes n'étaient pas là avant, mais les symptômes apparaissent massivement, comme on l'a souvent dit, au moment de passage de l'adolescence à la vie adulte. Donc, il y a une certaine logique là, de rechercher pour la schizophrénie, puisque c'est la maladie sur laquelle nous nous interrogeons, des causes possibles de perturbation de ces synchronies qui soient spécifiques du développement tardif. Sinon, ça n'aurait pas de conséquences, et qui pourraient donc dériver, qui pourraient être la conséquence plutôt, et non la cause des oscillations anormales. Donc, c'est une possibilité, c'est que c'est un peu l'œuf et la poule. Est-ce que c'est les oscillations anormales qui font qu'on ne met pas en place la maturation normale du cerveau à ces stades assez tardifs, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est un manque de maturation tardive qui nous entraîne les oscillations anormales? Donc, parce que les activités physiologiques, et donc les associations synchrones qui sont l'activité physiologique des réseaux de neurones, jouent évidemment un rôle dans la maturation du système nerveux. Donc, c'est un peu compliqué, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Et on va démarrer par l'idée que c'est la maturation du système nerveux dans des stades tardifs qui est impliquée dans la mise en place des oscillations, et que des défauts de cette maturation à des stades tardifs peut avoir comme conséquence un problème de synchronisation cérébrale et donc des difficultés dans le processus de la cognition. Hein. Donc, comme vous le savez, on va s'intéresser tout particulièrement, et je me suis intéressé tout particulièrement, aux neurones GABAergiques, aux interneurones GABAergiques et aux interactions entre ces neurones et les neurones glutamatergiques. Donc, les choses reviennent comme ça souvent, comme une antienne, mais je pense que c'est pas mal. Si on veut garder 2 ou 3 trucs à la fin d'un cours, vous savez ce qu'il faut retenir, quoi. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, je n'oublierai pas, si vous voulez, les interactions entre dopamine et glutamate, ou encore les défauts de myélinisation. Mais je vais surtout m'intéresser à cette question glutamate-GABA. Donc, je vais commencer pour ça avec un petit nombre d'articles pour m'aider à ça, et un article sur l'hippocampe, parce qu'il y a des oscillations dans toutes les structures. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'hippocampe, et au rôle d'un facteur que vous connaissez, hein, qu'on appelle le Brain Derived Neurotrophic Factor, le BDNF. Vous le connaissez parce que c'est ce que j'ai appelé la neurotrophine 2, qui se fixe sur TrkB. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai raconté 2 fois, parce qu'une fois c'était incompréhensible, la deuxième fois j'ai essayé que ce soit plus compréhensible au cours suivant. C'est une neurotrophine qui se fixe sur un récepteur de type tyrosine kinase et qui était impliqué dans la maturation des neurones GABAergiques du cortex. Donc là, c'est un peu la même chose, que ce n'est pas le cortex, c'est dans l'hippocampe. Et dans l'hippocampe, vous avez des neurones GABAergiques qui expriment la barbamylmine, qui est donc un marqueur, si vous voulez, de leur maturation. Il faut regarder qu'au cours du développement, chez la souris, P7, P14, P21, P28, c'est postnatal day, les jours après la naissance, vous avez une maturation de ces neurones barbamylmine qui expriment le récepteur TrkB. Hein. Donc, ils expriment le récepteur TrkB, ça veut dire que quand ils voient du BDNF, ils sont stimulés. D'accord ?
Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire, je vais retirer le récepteur TrkB dans ces neurones, donc ils ne verront plus le BDNF. Et ils vont donc avoir une maturation moins grande. Donc, on peut effectivement faire ça. Et vous voyez que je peux supprimer génétiquement l'expression de mon récepteur TrkB dans ces cellules. Donc là, vous voyez mal, je pense que c'est mal fichu, mais ce n'est pas très grave, on s'en fiche. Hein. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que donc, vous avez éliminé 80% de l'expression du récepteur. Vos neurones maturent moins, on voit moins la parvalbumine, soit qu'il y ait des neurones qui n'aient pas survécu à cette opération, soit que simplement ils soient moins matures et qui n'expriment pas le récepteur. Vous voyez que dans un animal normal, à P7, on ne voit pas l'expression de la parvalbumine. Et puis, vous pouvez regarder aussi le nombre de cellules par valbumine. Donc, à 2 semaines, tout va bien. À 4 semaines, il en manque un petit peu. C'est des diminutions de l'ordre de 16 à 20%, ce n'est pas énorme. Et je vous dis, ça peut être de la mort ou simplement que la parvalbumine n'est pas suffisamment exprimée pour qu'on puisse les voir. Et il en est pareil, il en est identique dans la question de la densité de ce qu'on appelle le neuropile, c'est-à-dire les dendrites, qui sont moins nombreux et moins fournis, légèrement, dans l'animal dans lequel on a retiré le récepteur au BDNF dans le corps cellulaire. Et évidemment, vous pouvez vous amuser à regarder les oscillations dans ce genre de système. Ces oscillations sont importantes parce que, je vous l'ai dit, elles participent au codage temporel, au couplage sensoriel, à la mémorisation, qui est une des grandes fonctions de l'hippocampe, et qu'elles sont altérées dans énormément de pathologies, évidemment la schizophrénie, mais aussi l'Alzheimer, l'épilepsie, etc. Donc, dans ce cas-là, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe au niveau des oscillations. Et en particulier, voilà, ce sont nos neurones PV. Hein. On peut enregistrer, et je vous l'ai dit, ce sont des neurones qui déchargent très rapidement. Ce sont des neurones qui ont une grande activité électrique, c'est-à-dire qu'ils vont faire des potentiels d'action extrêmement rapides. Vous voyez, ça tombe comme un gravelotte. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'entre les contrôles et les KO, il n'y a pas de différence. Les neurones, ils ont la même capacité de décharger extrêmement rapidement leur potentiel d'action, c'est-à-dire qu'ils sont extraordinairement actifs, sans un changement de l'activité qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de TrkB, qu'ils aient été soumis à cette maturation liée à cette neurotrophine. Mais ce que vous pouvez aussi regarder, c'est l'amplitude des pics. Donc, et dans l'animal qui était un tout petit peu embêté, quoi, qui en a retiré, le truc, on voit que l'amplitude des pics est plus faible, légèrement plus faible ici, même si la fréquence, elle, n'est pas forte. Hein. Donc, les oscillations, enfin, dans ce cas-là, excusez-moi, je voulais dire, les oscillations ici sont induites, il ne faut pas que je me trompe, par, je crois, elles sont induites par l'acétylcholine, ou du moins par ouais. Elles sont induites par l'acétylcholine, par un carbamylcholine, en fait, qui est un agoniste muscarinique qui reconnaît les récepteurs muscariniques dans les neurones cholinergiques. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'ils ont une décharge très rapide, à la suite d'une injection de courant, bien entendu, hein, ils ne déchargent pas tout seuls, et on les identifie avec de la biocytine, tel qu'on peut voir là. Donc, leur potentiel de membrane, qui est à moins 62 millivolts, n'est pas modifié non plus. Ce potentiel de membrane reflète l'équilibre ionique entre l'intérieur et l'extérieur, bien entendu, et les potentiels excitateurs miniatures qui sont enregistrés sur les cellules PV. Donc, c'est la réception de ce qui vient du glutamate, ont une amplitude plus faible, hein, mais ils ont, mais ils ont la même fréquence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du côté que le neurone glutamatergique lui va très bien, hein, il tape à la bonne vitesse, mais que le neurone qui reçoit, lui, il reçoit moins bien. C'est du côté du neurone par valbumine qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont une amplitude qui est plus faible, il y a moindre dépolarisation. Hein.
C'est un peu technique, ça suggère que les inputs glutamatergiques présynaptiques ne sont pas affectés. C'est la fonction des récepteurs glutamatergiques postsynaptiques, qui sont ici de type AMPA. Il y a plusieurs types de récepteurs glutamatergiques, je ne rentre pas dans les détails, portés par les neurones PV qui sont altérés. Et réciproquement, on peut aussi regarder les potentiels miniatures dans les neurones par valvuline, donc ce qui se repasse maintenant dans le neurone par valvuline, donc c'est le potentiel d'inhibition. Donc vous pouvez regarder dans votre neurogabéergie ce qui se passe. Eh bien, en fait, là, la fréquence n'est pas modifiée, hein, l'amplitude n'est pas modifiée, contrairement à ce qui se passe là, mais c'est la fréquence qui maintenant est modifiée. Et ça, une explication relativement parcimonieuse, c'est que, de nouveau, il y a moins de libération de GABA. C'est-à-dire que vous avez une bonne stimulation, vous répondez à la stimulation, mais que vous avez une moins bonne libération de GABA. Donc, ne pas avoir de TrkB, ça rend les neurones un petit peu moins bons, ou bien c'est parce qu'il y a moins de neurones. C'est aussi une autre possibilité. Donc, ces changements dans les potentiels miniatures, ce qu'on appelle inhibiteurs et excitateurs, peuvent-ils, c'est la question, en fait, modifier l'activité du réseau hippocampique qui est pris dans son ensemble à ce moment-là? Et donc là, c'est là qu'on peut induire des oscillations gamma avec l'agoniste muscarénique, et on peut enregistrer dans la région CA1 de l'hippocampe. Alors, voilà là ce qui se passe. Hein. Vous rajoutez donc votre agoniste muscarénique, et dans le contrôle, vous voyez ici vos oscillations gamma. Donc là, c'est du 40 Hz, ou du 60 Hz, ou du 80 Hz, je peux voir comme ça d'ici. Hein. Mais elles sont très belles, il y a une bonne oscillation. Mais dans votre mutant, vous voyez que vous avez toujours de l'oscillation, hein, et de l'oscillation à la bonne fréquence, mais vous perdez en puissance. C'est-à-dire qu'en fait, la force de l'oscillation est beaucoup plus forte. Hein. Donc là, vous voyez ici la fréquence aussi, mais il n'y a pas de modification dans la fréquence, mais vous avez une modification dans la force de l'oscillation. C'est-à-dire que vous allez moins haut dans votre pic d'oscillation. Donc, vous pouvez regarder après ça les potentiels d'action de vos neurones, leur décharge, et les comparer aux oscillations. Et vous constatez que vous avez un moindre nombre de potentiels par oscillation. Hein, vous voyez que ça, le nombre de potentiels d'action pour un nombre d'oscillations donné est plus faible. Donc, en bloquant la maturation de vos neurones, ou en bloquant le nombre de neurones, vous allez modifier la capacité de vos neurones à pas synchroniser, ça synchronise, mais la force de la faire, la force ce qu'on appelle la puissance en fait de l'oscillation est beaucoup plus faible. Hein. Donc, ça veut dire que le BDNF pourrait jouer un rôle dans la synchronisation in vivo et surtout dans le niveau des oscillations. Hein. Donc, ça, c'est évidemment, c'est dans l'hippocampe. L'hippocampe est une structure importante, c'est du cortex, comme vous savez, d'une certaine façon, c'est un cortex à 3 couches. Et c'est un animal qui joue un très grand rôle dans tous les phénomènes cognitifs. Hein. Donc, mais bon, ce n'est pas du cortex au sens noble du terme. Hein. Le cortex au sens noble du terme, à part le cortex olfactif à 6 couches. Et donc, ça nous oblige à essayer de voir ce qui se passe effectivement au niveau du cortex. Et ça, je vais le faire à travers 2 revues récentes, plus ou moins récentes, hein, du groupe de David Lewis et de ses collègues, qui ciblent directement, eux, la fonction des interneurones par valvumine dans les dysfonctions d'ordre cognitif qu'on observe dans les schizophrénies. Donc, dans une première revue, ces auteurs nous rappellent qu'après une période où on se focalisait préférentiellement sur les syndromes positifs, hein, hallucinations, ou négatifs, dépression, ou plutôt retrait social, les patriciens maintenant prennent de plus en plus au sérieux la question des troubles cognitifs associés à la maladie. Alors, en fait, ces troubles probablement précèdent les premiers épisodes, qui sont les premiers épisodes qui permettent de dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, là, un délire, j'entends des voix, voilà, comme ça. Et
l'intensité, ou plutôt l'étendue du trouble cognitif est pour certains cliniciens, enfin moi je lis les revues, je ne suis pas malade, je suis pas médecin, j'allais dire je suis pas malade, je suis malade, mais je ne suis pas médecin. Ils disent que ça donne une idée de la capacité de récupération, l'intensité du trouble cognitif. Voilà. Donc, par exemple, les activités cognitives impliquées, par exemple, ajuster une pensée à un comportement, ça c'est un comportement au but qui est poursuivi, ça fait partie des choses qui sont évidentes. Eh bien, ça engage une grande partie du cortex, une partie du cortex qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc, DLPFC. Quand vous verrez DLPFC sur les diapositives, ça veut dire cortex préfrontal dorsolatéral. Et les fréquences gamma de 30-80 Hz, en gros, dans les réseaux neuronaux de ce cortex sont très fortement impliqués dans les tâches cognitives. D'où l'intérêt de constater, comme ça a été fait, leur perte de puissance dans le cortex dorsolatéral, dans la région dorsolatérale du cortex préfrontal des patients. Alors, ces oscillations gamma, elles nécessitent une inhibition très forte de la part de vos neurones GABAergiques, mais une inhibition transitoire. Parce que si vous avez une inhibition permanente, vous ne pourriez pas osciller, vous seriez à zéro tout le temps, d'accord ? Donc il faut qu'il y ait une grande oscillation, il faut qu'il y ait une répression forte, mais il faut qu'elle soit une levée aussi de l'inhibition qui soit extrêmement rapide. Donc ça, c'est la base, si vous voulez, du processus d'oscillation. Donc, je vais y venir dans un moment parce que ça implique alors, la perte de ces oscillations dans le cortex dans le DLPFC implique ces neurones dans certains de ces symptômes, quoi. Donc, il y a des arguments qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que si vous inhibez les récepteurs GABA, le GABA-A en particulier, en utilisant un agoniste inverse, disons un antagoniste du récepteur. Ce n'est pas la même chose, un agoniste inverse et un antagoniste, mais c'est de la pharmacologie un peu fine, je ne vais pas vous embêter avec ça. Eh bien, vous exacerbez les symptômes chez les sujets sains, chez les sujets malades, voilà, dans des doses qui sont sans effet sur les sujets bien portants. Et en même temps, vous réduisez les oscillations de type gamma. Donc ce rôle des neurones inhibiteurs dans un circuit excitation-inhibition, sur lequel je vais revenir, peut être expliqué très simplement à l'aide du schéma qu'il y a ici. Donc maintenant, je vais vous le détailler un tout petit peu plus. Les neurones GABA inhibent les neurones glutamatergiques en agissant sur un récepteur de type GABA-A qui est ici. Mais ces récepteurs ici désensibilisent très rapidement, c'est-à-dire que l'inhibition se lève très très vite. Donc vous levez l'inhibition de ce neurone, et comme vous levez l'inhibition, hop, il va commencer à activer, il va aller restimuler le GABA, et donc il va réinhiber. Et quand vous allez relever l'inhibition, hop, donc vous avez un système qui est oscillant. En fait, vous avez un générateur d'oscillant qui est lié à ce système d'interaction entre un excitateur et un inhibiteur, à condition évidemment que les constantes de temps de lever l'inhibition soient très fortes, c'est-à-dire que vous ayez un type de récepteur, une sous-unité alpha 1, c'est-à-dire qu'il y a une extinction extrêmement rapide par rapport à d'autres sous-unités qu'on voit dans d'autres neurones GABAergiques dans le système. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que je vais y revenir dans un instant. Donc on a là la mise en place d'une oscillation extrêmement rapide qui caractérise les ondes gamma dans le cortex. Donc on va s'intéresser particulièrement aux neurones par valbumine pour des raisons que vous allez comprendre immédiatement. Parce que les neurones par valbumine se distinguent en deux populations. Vous avez les neurones chandeliers, que vous voyez ici, et les neurones basket, que vous voyez ici, ça j'en ai déjà parlé. Et elles nous intéressent particulièrement parce que, vous voyez, la neurone chandelier qui ici innerve ce qu'on appelle le segment initial de l'axone. C'est-à-dire qu'il vient se mettre là. C'est-à-dire que s'il inhibe, il inhibe la sortie. C'est-à-dire que si je m'intéressais à ces cellules-là qui travaillent sur les dendrites, on s'en fiche un petit peu, à vrai dire. Donc, en fait, les neurones GABAergiques les plus intéressants sur le plan de l'inhibition du firing, il faut une oscillation. Il faut une inhibition pour avoir l'oscillation. Donc, même si cette inhibition est transitoire. Donc, il faut taper à la sortie. Donc, vous pouvez taper ici. Donc, les chandeliers sont sympas pour ça. Et les PV sont sympas aussi parce qu'ils innervent
le corps cellulaire, c'est périsomatique. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Ça en fait, si vous voulez, des candidats intéressants dans la genèse de ces activités oscillatoires corticales, hippocampiques tout aussi bien. Hein. Sur ce critère, d'ailleurs, on pourrait dire que les chandeliers prennent l'avantage, parce que c'est plus efficace de taper directement à la sortie que de taper sur le corps cellulaire, de façon intuitive comme ça. Donc on peut dire, bon, ceux qui sont impliqués maximalement, de façon maximale, ce sont les chandeliers. Mais en fait, il n'en est rien, parce qu'il y a un truc très très étrange, c'est que ces cellules, en fait, au lieu d'hyperpolariser à ce niveau-là, c'est-à-dire bloquer le potentiel d'action, elles dépolarisent, elles entraînent un potentiel d'action. C'est un effet tout à fait paradoxal, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans l'hippocampe, qu'on ne retrouve que dans le cortex, c'est un truc qu'on ne sait pas très bien pourquoi, mais elles sont excitatrices. Et ça, c'est lié à une anomalie locale du potentiel de membrane, c'est-à-dire de l'équilibre ionique à ce niveau-là. Et cette anomalie est liée très probablement à une très très faible expression au niveau local, hein, pas ailleurs, à ce niveau-là, une très très faible expression des transporteurs du chlore, c'est-à-dire et d'un transporteur spécifique qui s'appelle le KCC2, qui rejette le chlore. Et donc, si vous ne l'exprimez pas, vous ne rejetez plus le chlore, et du coup, vous avez une très forte concentration intracellulaire de chlore qui, évidemment, modifie l'équilibre ionique et fait que vos neurones, au lieu d'être inhibiteurs, deviennent excitateurs localement. Donc ça nous met un peu hors circuit ces neurones GABAergiques là. Ce qui les met aussi hors circuit, c'est que la sous-unité alpha-2 est à un déquet très lent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut avoir une oscillation, il faut que l'inhibition soit levée rapidement, c'est-à-dire que le récepteur GABA soit désactivé très rapidement, que le récepteur GABA soit désactivé très rapidement. Or, celui-là, il désactive lentement. Donc, ça redonne un peu l'avantage au pyramidal. Si on observe les différences de neurones GABA, toujours, je pense, dans cette diapositive, si je ne me suis pas trompé, à droite, là, vous allez voir des différences fonctionnelles extrêmement importantes. Donc, les cellules CCK qui sont ici, elles expriment un récepteur ici qui est récepteur au cannabis, hein, pour faire simple. Donc, et elles expriment aussi le peptide CCK. Elles ont aussi beaucoup plus de GAD65 que de GAD67. C'est-à-dire, ça, le GAD, c'est l'enzyme qui synthétise le GABA. Donc, il y en a deux, je ne sais pas si vous en souvenez. Le GAD67, il fait 90% du GABA. Et si on le retire, cette enzyme, l'animal meurt. Et GAD65 fait uniquement 10 à 15% du GABA. Et GAD65 est essentiellement dans les terminaisons et est responsable de ce qu'on appelle la réponse très dynamique locale de la synthèse et de la libération de GABA. Mais si vous stimulez très très souvent, vous avez besoin quand même d'un grand stock de GABA. Donc si vous stimulez très souvent, il faut pas mal de GAD67. Toujours est-il que la faible proportion de GAD65 à ce niveau-là fait des CCK un assez mauvais cheval, si j'ose dire, pour générer des oscillations. Donc on va l'oublier. Les parvalbumines, ici, elles ont un rapport assez simple, sympa, 1 à 1,5 entre 60 et 65. Ça, on peut avoir une synthèse locale dynamique, mais on peut aussi avoir pas mal de GABA pour un pool principal qui est important pour une activité soutenue, comme je vous le disais. Donc, ce rapport 67-65 est très fort dans les cellules chandeliers. Et ça, ce n'est pas en faveur d'un rôle important non plus de ces cellules dans une régulation dynamique. Hein. Donc, ça nous amène encore à dire que les neurones parvalbumine basket sont probablement les meilleurs candidats pour générer ces ondes, ces oscillations. Et ça, c'est confirmé par le fait que si vous mettez un opiacé, vous avez ici les récepteurs aux opiacés, en présynaptique de ces cellules, et que ça bloque la libération de GABA, si vous mettez de la morphine par exemple, hein, eh bien, ça bloque la libération de GABA, et en ce moment, ça bloque aussi les oscillations gamma. Et ça, c'est assez spécifique de ce type cellulaire. Donc, il y a énormément d'arguments qui peuvent nous amener à penser que ces interneurones GABAergiques à parvalbumine basket cells, fast spiking, qui libèrent très, très rapidement, en plus évidemment de cette histoire de récepteurs de type alpha 1,
eh bien, sont probablement les meilleurs candidats pour générer les ondes gamma, qui sont très importantes, comme je vous disais, dans la cognition. Et je pense qu'on peut suivre les auteurs sur cette conclusion. Donc cet avantage qui est donné au PV basket, hein, on va les appeler comme ça, pour la génération des ondes gamma, bon, je vous dis, il est aussi important par rapport au type de récepteur alpha 1 qu'on a ici. Ces récepteurs ici, ils sont ici, pardon, vous voyez, en mauve, c'est des récepteurs dans lesquels on a une sous-unité alpha 1, qui est une sous-unité qui désensibilise très rapidement, qui donc permet de lever l'inhibition assez rapidement. Donc tout ça, bon, de nouveau, je vous dis, est compatible en tout cas avec les oscillations gamma. Enfin, les PV basket ont une libération synchrone de GABA quand on fait un potentiel d'action présynaptique, et ce n'est pas les autres. Et donc ça peut aussi être en faveur d'une synchronisation de l'oscillation dans le cortex. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Je crois qu'on peut vraiment dire que ce sont ces interneurones qui sont responsables, majoritairement en tout cas, de la mise en place au cours de leur maturation, qui est tardive, comme vous le savez, en fin de période critique, au cours de la période critique de développement. C'est leur maturation qui est nécessaire à la mise en place de ces oscillations qui sont importantes pour les processus cognitifs. Donc après ce détour, si vous voulez, par un peu de biologie cellulaire et de pharmacologie de base, hein, on doit se demander évidemment si des altérations de ces cellules PV basket, je vais les appeler maintenant les PV basket, hein, dans le cortex frontal des sujets malades, dorsolatéral, peuvent jouer un rôle dans les altérations des bandes gamma qu'on observe chez les patients. Et si oui, comment, hein. Donc, alors ça, c'est un problème un petit peu compliqué parce que, évidemment, on pourrait se dire, bon, le défaut est bien de l'innervation glutamatergique. Il y a toujours un problème de poule et d'œuf dans ces histoires, puisque les glutamates innervent, et c'est eux qui stimulent l'inhibition, leur propre inhibition, par cette boucle où je stimule le type qui va m'inhiber. Et puis l'inhibition se lève, et donc je restimule le mec qui va m'inhiber. Donc voilà, c'est un truc à deux. Voilà. Donc on pourrait penser que le problème vient du côté glutamatergique, bien entendu, et ce n'est pas l'hypothèse la plus favorable, mais elle n'est pas entièrement absurde, hein, dans la mesure où, je vous en parlerai un petit peu plus tard, où il y a des modifications des dendrites de ces neurones glutamatergiques qui pourraient penser que ça marche comme ça. Hein. Mais si vous regardez ici, en gros, les chandeliers et les PV basket de nouveau, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une baisse dans les malades, hein, chez les malades, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une diminution du chêne alpha 1 et bêta 2 à laquelle s'associe alpha 1 dans la formation du canal, donc chez des patients. Donc en fait, une baisse de l'inhibition de ce fait, une augmentation de l'alpha 2 dans les chandeliers, hein, qui pourrait augmenter ici l'inhibition des sorties, mais pas de façon dynamique. Et puis le alpha 5 dans les martinotis, mais ça on s'en fiche un petit peu parce qu'il ne tape pas au bon endroit pour aller réguler l'activité rythmique, en fait, rythmique des neurones glutamatergiques de votre cortex. Donc, les enregistrements électrophysiologiques confirment ça, en tout cas chez l'animal. Mais chez les malades, quand on a fait des études de gènes, eh bien, c'est ce qu'on a trouvé. Hein. Donc, comment vous dire, il y a d'autres modifications, donc la hausse des alpha-2 qui pourrait encore augmenter l'inhibition, et une baisse des alpha-5 qui ne nous intéresse pas, ce que je viens de dire, puisqu'ils sont localisés sur les dendrites et pas sur les corps cellulaires. Donc, comme je vous l'ai dit il y a un instant, il y a la force de la réponse postsynaptique au GABA dépend de l'influx du chlore, hein, c'est-à-dire qu'à travers le canal des récepteurs GABA. C'est-à-dire que quand vous dépolarisez, vous allez cracher du chlore, ensuite il faut recapturer le chlore. Et donc, les transporteurs au chlore, pour maintenir
l'état d'excitabilité du système, ça doit marcher très vite. Vous verrez que ça a une incidence sur la consommation d'énergie. Hein, que pour maintenir les équilibres ioniques, dans un système qui oscille très très vite, il faut dépenser énormément d'ATP. Et ça, c'est un point sur lequel je viendrai un petit peu plus tard, pour faire le lien entre la dépense d'ATP, la nécessité d'avoir un grand apport d'oxygène et en même temps une grande synthèse, une grande activité mitochondriale, et l'entretien de ces oscillations. Et vous verrez que je pense que c'est assez intéressant. Mais pour l'instant, les niveaux de chlore intracellulaire sont déterminés par l'équilibre de l'activité de transporteur, de tout transporteur, un transporteur qui capture le chlore, comme le NKCC1, hein, voilà, ici, le NKCC1 qui capture le chlore, et puis un autre truc qui extrude le chlore, qui le rejette. Hein. Donc l'équilibre entre ces récepteurs, ces transporteurs plutôt du chlore, est évidemment important. Et chez les malades, on n'a pas observé, chez les gens qui ont, mais non, post-mortem, hein, que l'expression des deux transporteurs ait été altérée. C'est pareil. En revanche, ce qui a été vu chez les patients, c'est que deux kinases, hein, qui sont ici, les noms on s'en fiche, hein, ce sont des kinases qui phosphorylent le récepteur, eh bien, que ces kinases, elles sont fortement surexprimées chez les patients, en tout cas au niveau des messagers. Donc si les protéines suivent, on peut imaginer qu'on a une très très forte phosphorylation, hyperphosphorylation des transporteurs, et à ce moment-là, on a une augmentation très très forte de l'import du chlore et une diminution de la sortie du chlore. Et donc, dans un cas comme ça, on peut très bien modifier l'équilibre ionique du chlore dans votre système et avoir une modification importante en fait une moindre hyperpolarisation, donc une moindre inhibition des pyramidaux, et un shift de l'équilibre excitation-inhibition, avec une excitation qui prend le dessus sur l'inhibition, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les oscillations dans la bande gamma. Donc, dans cette revue, les auteurs suggèrent que des interventions qui conduiraient à une augmentation de l'activité des neurones par valbumine basket, hein, dans la couche 3 du cortex préfrontal, pourrait constituer un moyen d'améliorer les performances cognitives des patients. Hein. Bon, cette revue a 2 ans maintenant, et elle a été complétée récemment par le même groupe. Donc une autre revue qui n'est pas très différente, mais qui un peu complémentaire, qui rajoute quelques points qui sont, je pense, intéressants et que je vais vous exposer rapidement. Donc cette diapositive ici, qui doit être, en ce qui me concerne, la numéro 11, oui, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc reprend celle que vous avez vue tout à l'heure en numéro 8, en ajoutant quelques changements principaux qu'on voit de nouveau chez les patients. Hein. Donc au niveau des GABA PV chandeliers, des couches 3 et 4, il y a une baisse. Alors les chandeliers sont là, il y a une baisse du transporteur au GABA, et comme je disais tout à l'heure, il y a une augmentation de la sous-unité alpha-2. Donc ça, c'est du genre à augmenter l'inhibition au niveau du segment axonal initial, ici, la IS, qui est là. Hein. Donc ça, ça peut interférer, évidemment, avec la cinétique rapide des ondes gamma si vous bloquez tout le système. Hein. Au niveau des CCK, dont je vous ai un tout petit peu parlé avec du mépris, mais peut-être avec un petit peu de tort, on voit une baisse de la cholécystokinine, CCK, qui joue sur les pyramidales, ici, mais qui joue aussi sur les neurones par valbumine. Donc il y a une action directe de ces neurones sur les neurones par valbumine, et ça peut avoir un effet via le récepteur de type CCK2 qu'on voit exprimé ici sur les neurones par valbumine. Donc, et au niveau des parvalbumines, on observe une augmentation du nombre des récepteurs aux opiacés. Alors ça peut être embêtant parce que quand vous augmentez les récepteurs aux opiacés, eh bien vous bloquez la libération de GABA, donc vous bloquez votre inhibition, hein, et vous avez une baisse
de la GAD67, donc du niveau général de GABA qui est mobilisable dans les simulations répétées. Et vous avez aussi une diminution du messager alpha 1, qui est ici, et qui est important pour générer l'inhibition. Donc en fait, tout ce qui se passe à ce niveau-là est de nature à modifier vos inhibitions, en tout cas à baisser en tout cas vos inhibitions, donc augmenter le rapport excitation-inhibition, qui, je le répète, n'est pas une bonne chose. Donc cette diapositive ici, elle est plus simple. Elle reprend la question du chlore, hein, et vous montre que chez les patients, il semble qu'il y ait une augmentation des récepteurs présynaptiques de type opiacé. Vous avez donc une diminution de la libération de GABA et vous avez une modification de vos équilibres ioniques dans la fente synaptique qui fait que vous allez avoir du mal à générer et à régénérer le système qui permet de maintenir les oscillations dans le microcircuit. Pour l'instant, on est dans un microcircuit GABA-glutamate au niveau cortical. Donc, il y a d'autres hypothèses. Hein, une autre hypothèse qui est assez intéressante, et j'en ai fait une petite allusion il y a une seconde, c'est que la cause première pourrait ne pas être du côté de l'inhibition, mais du côté de l'excitation. Donc, alors ça, je ne peux pas ne pas vous le dire parce que ça apparaît de temps en temps dans la littérature. Donc, ceux d'entre vous qui sont intéressés à aller voir la littérature, ça peut leur être utile, défricher un petit peu le truc. Donc, pour certains, la baisse de l'inhibition des neurones PV basket serait en fait une réponse adaptatrice, on dit homéostatique, à une moindre excitabilité des cellules pyramidales. Donc, par exemple, si on avait une augmentation de l'inhibition par les chandeliers, comme on peut voir ici, hein, si j'augmente cette inhibition, à ce moment-là, pour récupérer un équilibre EI à peu près correct, je vais être obligé de diminuer l'inhibition de retour par mes PVBC. Et ça a à voir avec ce qu'on appelle l'excitation récurrente, hein, c'est-à-dire que, par exemple, ce neurone pyramidal ici va aller exciter ce neurone pyramidal ici. Il excitera d'autant plus, si vous voulez, que je vais avoir plus d'épines. Et si, par exemple, j'ai une perte d'épines dendritiques, comme on le voit parfois dans les neurones pyramidaux, parce qu'il y a moins d'expression d'une protéine qui s'appelle CDC42 ou de DISC1, dont on a parlé, je reviendrai là-dessus, à ce moment-là, ce que vous allez avoir, c'est une diminution de votre inhibition d'excitation récurrente entre les neurones pyramidaux, avec évidemment des conséquences sur la balance EI. Et la diminution ici de la feedback inhibition va rétablir l'équilibre. Hein. C'est pour ça que c'est dangereux de prendre du cannabis au moment de l'adolescence, ou un petit peu avant, parce que dans un contexte évidemment génétique particulier, ce n'est pas chez tous les gens qui fument, mais vous pouvez avoir une modification de votre excitation, de votre inhibition ici, avec une baisse de l'inhibition liée à l'excitation, à l'inhibition de la libération de GABA entre le neurone PV et votre pyramidal. Et vous voyez ici clairement ce qui se passe là. Vous avez une bande gamma qui est assez forte dans votre cortex préfrontal. Hein, vous voyez l'activité ici gamma. Vous voyez ici que dans ce cas qui est un cas de pathologie, hein, eh bien, vous avez une diminution de l'intensité des bandes gamma qui peut être liée à ce système et qui peut être liée évidemment à ce que j'ai dit tout à l'heure, si la cause première n'est pas dans les neurones GABAergiques, mais si la cause première est dans les neurones GABAergiques. Donc, on peut voir des diminutions d'ailleurs des dendrites, comme je l'ai dit, diminution de la taille du soma chez certains patients. Donc, en plus, on ne peut pas forcément penser que toutes les étiologies soient de même type, c'est-à-dire que selon les patients, on peut avoir évidemment des causes différentes. Donc, mais toujours est-il que le bout du système, c'est quand même l'équilibre IE et en plus l'amplitude évidemment de l'oscillation. Parce que là, vous maintenez votre équilibre IE, mais vous le maintenez avec un niveau qui est beaucoup plus faible au niveau de vos oscillations. Donc ça, c'est pas bon non plus. Voilà. Parce que si vous faites un reset de votre balance excitation-inhibition à des niveaux plus bas de l'inhibition et de l'excitation, eh bien, vous diminuez en fait la capacité d'ajustement de votre modèle
c'est-à-dire que la plasticité synaptique nécessaire pour s'ajuster à des simulations fortes, jouant soit sur l'excitation, soit sur l'inhibition, devient absolument extrêmement limitée parce que vous n'avez plus la marge nécessaire. Et ça explique pas mal de choses, d'après les auteurs toujours. Ça explique, par exemple, que les symptômes ont tendance à s'accentuer dans le cas d'un changement d'activité du cortex préfrontal qui serait lié au stress, c'est-à-dire à une forte demande adaptative. Ou alors, ça explique aussi l'accentuation des déficits cognitifs normaux qui sont associés à l'élagage des synapses excitatrices observées au cours de l'adolescence, ça je vais y venir plus tard, et qui frappent principalement les neurones pyramidaux de la couche 3 du cortex préfrontal dorsolatéral. Et puis l'augmentation de la probabilité de développer cette maladie dans les cas de consommation excessive de cannabis, qui peut diminuer fortement la libération de GABA et qui induit une baisse de l'inhibition feedback. Donc c'est une hypothèse qui est dans la littérature. Si vous allez dans les journaux, vous verrez cette hypothèse. Mais évidemment, et ça c'est les auteurs eux-mêmes différents auteurs soulignent souvent ce cas, le modèle alternatif qui s'appuie sur les études pharmacologiques qui sont faites dans les modèles animaux et que le mal vient d'un déficit primaire de la force inhibitrice des neurones PV, donc une baisse de l'inhibition par les neurones tarvalmine basket. Enfin, c'est un dilemme de type œuf et poule. Bon, on peut essayer d'explorer dans les différents modèles, mais ça veut dire que de nouveau, là, on est obligé d'avoir une certaine forme d'humilité, malgré tout, devant une maladie qui est vraiment extraordinairement complexe. Et d'autant plus, comme je vous le disais il y a un instant, que toutes les formes, et pas nécessaire que toutes les formes aient une étiologie génétique ou épigénétique commune. Et ça, j'ai eu de cesse de le répéter depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc il faut souscrire, je crois, à la conclusion prudente des auteurs, qui est que les connaissances actuelles et les modèles qui permettent de les interpréter sont concentrés sur une portion limitée de la circuiterie neuronale, essentiellement sur ce qui se passe au niveau de ces interactions glutamate-GABA, et qu'il faudrait une interprétation complète de la physiopathologie qui sous-tend les déficits cognitifs dans la schizophrénie, et que pour ça, il faudrait une meilleure connaissance des patrons de connectivité au sein même du cortex frontal, préfrontal dorsolatéral, en même temps que des méthodes plus sensibles. Donc, par ailleurs, ce qu'il dit, c'est que l'utilisation de modèles animaux appropriés comme preuve du concept pour tester les hypothèses sur les altérations de l'épistasie intercellulaire, c'est-à-dire épistasie, c'est-à-dire les relations de dominance entre types cellulaires, quel est celui qui prend le dessus sur l'autre, est absolument indispensable. Donc, de telles avancées futures, disent-ils, nous auront des bases plus solides pour mettre au point des interventions rationnelles permettant d'augmenter les fonctions cognitives des malades. Ça, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Donc, malgré le caractère un petit peu, je dirais, frustrant de cette conclusion, mais une conclusion somme toute honnête, je pense qu'on peut continuer à réfléchir sur l'idée d'une période critique tardive dans le cortex frontal dorsolatéral et des difficultés rencontrées par certains adolescents, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, dans ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, si on veut bien qu'il se fasse de façon normale, pour autant que ce terme veuille dire quelque chose. Donc cette focalisation sur cette période de la maturation du cortex et ce cortex-là, est importante, et les difficultés qui sont rencontrées par les adolescents malades, il n'y en a jamais que 1%, mais enfin c'est quand même pas mal, peuvent être à la fois multiples et différentes selon les patients, bien entendu. Donc, je vais vous montrer, pour terminer la séance, une étude sur le développement psychologique du cerveau, un résultat de nouveau par le groupe de Wolfsinger, qui rappelle que les études sur le développement psychologique du cerveau, qui s'étaient concentrées sur les périodes périnatales, parce qu'on pensait que tout était joué, si vous voulez, au cours de la naissance, en gros, un truc comme ça, ou peu de temps après.
et que sur les adaptations qui se produisent dans les périodes périnatales ou juste après la naissance, bon, ben, peut-être que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Hein. Ces auteurs rappellent ce que je vous ai dit plusieurs fois, hein, que j'espère vous garderez en mémoire hein, si vos oscillations oscillent comme il le faut, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Moi, des fois, j'ai du mal à osciller le matin et le soir aussi, d'ailleurs. J'oscille de moins en moins, ce n'est pas bon signe. Mais ce qu'il dit, c'est que on devrait s'intéresser à des périodes bien plus postérieures à ces périodes périnatales. Et en particulier, ce qu'il dit, c'est que la mise en place du système, en particulier dans le cortex préfrontal dorsolatéral, sur lequel on essaye de zoomer, hein, encore qu'il faut faire attention, parce que je vous l'ai dit avant, hein, il y en a, tout ça communique entre eux. Ça, la semaine prochaine, je reviendrai sur ces questions de synchronisation globale du cortex. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est quand même autour de la 20e année que ça se termine là-haut. Hein. Donc, déjà, si vous regardez simplement le plan anatomique, hein, vous constaterez que l'organisation de la matière blanche augmente de façon continue. Hein. Là, entre 5 ans ici et 25 ans, vous avez de plus en plus de matière blanche, et que chez les patients, vous avez une diminution de la myélinisation. Et ça, c'est quelque chose de relativement tardif, comme vous pouvez le voir aussi. En même temps, vous avez une augmentation de la matière grise jusqu'à une certaine période, et puis ensuite, ça diminue aussi. Vous voyez, jusqu'à 20 ans, ça continue à diminuer. Et ça, c'est l'équilibre inhibiteur-excitateur dans le cortex préfrontal, vous voyez, se croisent dans une période qui est relativement tardive au cours du développement, parce que 20 ans, la plupart des gens pensent qu'ils sont adultes à 20 ans. Hein. Ils sont peut-être adultes, mais pas forcément au niveau cortical. Ce n'est pas forcément le niveau le plus intéressant, je veux bien reconnaître. Mais si ça déraille à ce niveau-là, ce n'est pas forcément bon. Donc, c'est effectivement que c'est un moment qui est intéressant de regarder. Et ces chercheurs se sont intéressés à la physiologie du système. Ce qu'ils disent, c'est que les interactions entre le système dopaminergique et glutamatergique de type NMDA, et de nouveau, je ne rentre pas dans les détails, au niveau du cortex préfrontal, ne se mettent en place qu'après l'adolescence, et de façon plus importante encore que la neurotransmission inhibitrice, GABAergique, mature extraordinairement tardivement dans ces régions du cortex. Il y a toujours, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cours pendant maintenant quelques années, c'est la question de la période critique dans le cortex préfrontal dont on parle. Je vais souvent parler de la période critique dans le système visuel, mais je l'ai toujours prise comme un modèle de la période critique dans d'autres régions du cortex, et en particulier ici, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une physiologie pour un endroit du cortex et une autre pour l'autre. La fonction diffère, mais le substrat cellulaire à ces différentes fonctions sont extraordinairement conservés dans cette homogénéité insensée que je vous avais montrée quand je vous ai décrit l'année dernière les aires de Brodmann. Donc, tout ça pour vous dire que ces données ont forcément des conséquences fonctionnelles et on doit les mettre en relation avec le fait que les désordres psychologiques de type schizophrénie, qui sont à l'origine des troubles émotionnels et cognitifs de longue durée, se produisent le plus souvent entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc les auteurs partent sur l'idée de l'importance du développement tardif dans cette région dorsolatérale du cortex préfrontal, en prenant comme marqueur, bien entendu, les oscillations et leur synchronie qui sont évoquées par une tâche dans un EEG chez des enfants, des adolescents et des adultes. Ils ont utilisé 68 sujets pris entre 6 et 21 ans, en gros. Donc, ils ont testé la relation entre la synchronie et la maturation grâce au test des figures de Mooney. Et maintenant, vous êtes spécialiste des figures de Mooney. Donc, voici ici ce monsieur qui a la tête à l'endroit, ici un monsieur qui a la tête à l'envers. Et vous demandez aux enfants, early childhood, enfance précoce, enfance tardive, adolescence précoce, adolescence tardive et adulte,
de regarder ce truc-là. Et bien entendu, vous pouvez avoir la réponse, vous mesurez la réponse. Hein, ah bah c'est la tête de Humphrey Bogart, hein, voilà. Et vous voyez que quand on grandit, on donne de plus en plus de réponses exactes. Si la figure est mise à l'envers, bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Devant une figure mise à l'envers, l'adulte est l'égal de Early Childhood. Donc ça, c'est sympa. On devrait voir tout le monde à l'envers tout le temps, donc ça nous rajeunirait. Mais c'est ce que j'appelle la condition no phase. Mais ce qui doit vous frapper ici, c'est que le temps de réaction diminue avec le développement, c'est-à-dire que le cerveau reconnaît de plus en plus rapidement la figure, c'est-à-dire qu'il associe les données de plus en plus rapidement avec un artefact qui est le point du late adolescence, c'est-à-dire que l'adolescent vieillit, mais pas encore adulte, il est juste dans la phase de transition. Lui, il a un temps de réaction qui est plus lent que le jeune adolescent ou que l'adulte. Donc il y a un moment où il y a un truc qui se passe qui fait que, et ça vous pouvez le voir aussi quand vous regardez ce qu'on appelle, donc, ici c'est les ondes gamma, hein, donc maintenant vous êtes des spécialistes des ondes gamma, vous pouvez enregistrer avec un EEG des ondes gamma, soit avec toutes les électrodes, soit entre deux régions du cortex. Mais là, par exemple, ce que vous pouvez voir, alors il faut que je regarde bien moi, voilà, au bout de 200 millisecondes, vous voyez ici la force des ondes gamma chez l'adulte, qui montre que le cortex est vraiment mûr et qu'il est capable très rapidement de reconnaître la chose. Ça, c'est uniquement la position face. Hein. Et puis, vous pouvez voir la maturation au cours du développement, early childhood, late childhood, early adolescence, late adolescence. Là, ma diapositive, on ne voit pas très bien. Vous pouvez regarder ici le spectre des ondes gamma et vous voyez que le gris ici, hein, c'est l'adolescence tardive. Vous voyez que l'adolescence tardive est plus basse que l'enfance tardive ou que l'adolescence précoce. Donc, alors que vous aviez fait des progrès jusqu'à l'adolescence précoce, quand vous arrivez à l'adolescence tardive, vous vous cassez la figure, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous perdez la compétence de reconnaissance de vos figures de Mooney. Et ça, on le voit entre deux électrodes, ça c'est toutes les électrodes, c'est-à-dire c'est tout le cortex, ou bien vous pouvez prendre des électrodes entre deux régions pariétales du cortex, vous avez exactement la même réponse. Et ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, et au lieu de mesurer les fréquences, on peut aussi mesurer un truc qui s'appelle la synchronie. Hein. Alors la synchronie, donc là ce que vous voyez c'est que la force des oscillations gamma dans l'adolescence tardive est inférieure à celle qu'on peut enregistrer dans l'adolescence précoce et chez l'adulte. Donc il y a un moment où il y a un passage difficile, quoi. On s'en était rendu compte, tous ceux qui ont une adolescence tardive comme moi. Je ne suis pas encore sorti de mon adolescence tardive pour rien vous cacher, donc je vous explique pourquoi des fois ça se désynchronise un petit peu. Mais bon, il ne faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas renoncé à passer au stade adulte, mais bon, ça tarde. Donc, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la synchronie. Donc, la synchronie, c'est une mesure directe de la synchronisation qui est indépendante, ce coup-ci, de l'amplitude du signal. Ça, c'est intéressant parce que vous débarrassez le problème de ce qu'on appelle la force, de la puissance du signal, juste pour voir la synchronisation dans le cortex. Et donc, ça, on regarde cette synchronie. Et donc, c'est un index extrêmement fiable de la synchronisation qui fait abstraction de la force. Donc, c'est une mesure des corrélations entre des groupes neuronaux qui sont à plus longue distance, qui sont à moins de 2 cm de distance. Hein. Et ça, c'est parce que le pouvoir spectral, lui, c'est plus local, disons que c'est 1 cm en gros. Donc, de même qu'on a vu que la puissance spectrale était baissée dans ce passage dangereux, eh bien, on voit que l'augmentation de la synchronie est induite par la tâche. Donc ça, c'est ça là, je crois. Donc là, vous avez maintenant ce que vous mesurez, c'est la synchronie. Vous pouvez voir ici Early Childhood, vous avez la Late Childhood, je sais pas, entre 9 et 11 ans, 6 à 8 ans, 9 à 11 ans, 12 à 14 ans, c'est toujours bon, hein. On voit qu'on a une synchronie qui est forte.
Et puis, vous voyez ce qui se passe au moment de l'adolescence tardive, avant que ça ne remonte chez l'adulte. Hein, c'est-à-dire qu'entre 15 et 17 ans, il y a un petit creux, quoi. Hein, et on peut mesurer les synchronies dans la phase bêta ici, on peut le faire aussi dans la phase θ ou dans la phase gamma, mais c'est systématique. Vous avez cette amélioration qui est suivie d'une désynchronisation. Et ça, on le voit entre toutes les électrodes, de nouveau. Ça augmente normalement la synchronie dans les 100 millisecondes qui suivent la présentation de la figure de Mounet. Et ça se maintient pendant environ 200 millisecondes. Ça suffit pour apprendre, hein, et puis pour comprendre. Et puis, cette synchronie augmente au cours de la maturation. Bon, pour les zones θ, bêta et gamma, pas pour les alpha. Hein. Et ce patron de développement est similaire à celui qu'on voit pour la puissance gamma. Et de nouveau, là, donc, pendant l'adolescence tardive, vous avez une baisse transitoire. Transitoire. Le tout est qu'elle soit transitoire. Hein. C'est ça le problème. Donc, je passe sur pas mal de données de ce papier, qui est un papier assez intéressant. Donc, l'explication qu'on peut donner, c'est que, celle qui est proposée en tout cas par les auteurs, c'est que, d'après eux, la maturation des neurones, des réseaux de neurones dans le cortex, c'est quelque chose qui est extrêmement tardif. Hein. Donc, chez les adultes, la perception des figures de Mounet est associée à une augmentation des synchronisations induites, locales et à longue distance, hein, dans les bandes bêta, θ et gamma. Et donc, en accord avec le rôle des bandes gamma dans la construction cohérente des représentations. C'est ça le problème, c'est de faire une construction cohérente de vos représentations. Ils observent une augmentation des bandes gamma entre 200 et 300 millisecondes, ce qui correspond à la mise en place, vous voyez, de la reconstruction des éléments du visage. Vous les remettez les uns à côté des autres, et d'un coup vous voyez des taches noires, mais d'un coup vous voyez un visage. Hein. Et l'augmentation de la synchronisation des ondes bêta et θ, elle, c'est la mise en place d'une mémoire à court terme. Bon, moi, je veux bien le croire, ils le savent, ils font de la psychologie expérimentale, ce qui n'est pas mon métier, mais bon, les articles ont l'air d'être assez bien construits. Donc, les changements observés au cours du développement suivent l'amélioration du temps de réaction et du taux de reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez un changement entre plus le taux de réaction est bas et plus vous avez une bonne synchronisation. Vous avez bien vu, et aussi une bonne synchronie. Donc ça c'est bien. Donc vous avez une amélioration du temps de réaction et du niveau de reconnaissance, le pourcentage de réponse juste. Hein. Voilà. Donc ces changements comportementaux ne sont pas linéaires, hein, avec une baisse transitoire de la synchronie bêta, suivi d'une augmentation de la puissance d'oscillation dans les bandes θ et gamma, et puis une récupération de tout chez l'adulte après cette baisse chez l'adolescent. Donc les auteurs proposent que, enfin ils soulignent d'ailleurs, plus qu'ils ne proposent, ils l'affirment, hein, que cette récupération entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte est associée à une réorganisation des patrons de synchronisation depuis une distribution large à une distribution qui est plus focale. Alors, la synchronisation de la phase bêta devient plus prononcée entre les électrodes placées au niveau du cortex pariétal et du cortex occipital. C'est-à-dire que je vois et je comprends. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être une réorganisation du circuit fonctionnel au cours de la maturation tardive. C'est-à-dire que si maintenant on reprend ce qui se passe, par exemple au niveau du système visuel, hein, est-ce que dans cette période qui est peut-être marquée par des changements, bon, je sais pas, des changements hormonaux, des changements dans les interactions sociales, le monde change vers la fin de l'adolescence, est-ce que ça s'accompagne d'une augmentation des systèmes inhibiteurs par maturation des neurones par valbumine, puisque c'est l'hypothèse qu'on va prendre, hein. On pourrait prendre l'hypothèse excitatrice, mais
Vous avez vu que j'étais plutôt favorable enfin pas uniquement moi, la littérature d'une façon générale est plus favorable à l'idée que ces périodes critiques correspondent plutôt à la maturation des neurones par valbumine dans les couches 3 et 4 du cortex. Donc l'idée qu'il y a derrière, que proposent les auteurs, mais qui me paraît une idée intéressante, c'est que justement dans ce cortex dorsolatéral préfrontal, dans cette période très précise du développement postnatal, eh bien, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une réorganisation des circuits neuronaux qui accompagne cette maturation de l'inhibition et donc la mise en place d'une synchronisation des ondes gamma dans une tâche qui est une tâche cognitive finalement, hein, une tâche de psychologie expérimentale assez classique. Donc moi je pense que c'est une hypothèse intéressante, savoir si c'est juste ou pas, c'est un petit peu plus difficile, mais la semaine prochaine, je vous reprendrai cette question. Je suis désolé, ce sont des choses qui sont assez compliquées, elles sont aussi compliquées pour moi, ne vous inquiétez pas, parce que je travaille sur ces questions depuis assez peu de temps, de 3 ans, où je m'intéresse à ces questions, donc je suis obligé de faire la littérature, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est inné, si vous voulez, donc c'est un vrai travail. En même temps, je pense que c'est un intérêt, parce que ce que je vais vous proposer la semaine prochaine, c'est de remettre ça dans un paquet total avec la question de l'activité énergétique. Hein. Parce que vous allez voir, ces bandes gamma coûtent très cher en énergie, c'est-à-dire ces oscillations extrêmement rapides qui sont probablement un substrat fonctionnel aux tâches cognitives, sont extraordinairement exigeantes en énergie. Et donc ce que je vais essayer de vous faire la semaine prochaine, c'est de remettre tout le schéma dans son ensemble, c'est-à-dire faire une leçon un petit peu synthétique, en mettant ensemble la question cognitive, la question des oscillations et la question de pourquoi on a besoin d'un complexe 1 mitochondrial extraordinairement actif quand on veut entretenir longtemps ces bandes gamma. Voilà. Je vous souhaite d'entretenir longtemps vos bandes gamma.